avoir des échanges et une interaction dans la salle. Donc je commence par le plan de ce que j'ai écrit. Là, je fais un petit propos introductif sur l'agriculture. Ensuite, je vous parlerai de mon exploitation, de l'histoire de la poire, de l'étymologie, des expressions dans le vocabulaire liées à la poire, sur l'histoire du poirier, l'histoire du poiré, sur ses origines, les origines botaniques, les classifications botaniques et d'usage. Un troisième point sur l'arboriculture de la poire en Bretagne, les notions de terroir, les notions de haute tige et de pré-verger, et la démarche que j'entreprends sur mon exploitation. Un quatrième point sur l'intérêt de la boisson, notamment sur la santé, et un cinquième point, si vous voulez, sur l'influence réciproque, porte-greffe, greffon-tige, un peu plus technique. Alors, je commence. L'humanité et l'agriculture. Donc l'agriculture n'a pas toujours nourri l'humanité. L'homme, dans un premier temps, était nomade, il était chasseur-cueilleur, il était opportuniste. Il y a des moments où il jeûnait, d'autres moments où il était en abondance. C'est comme ça qu'il a inventé la monnaie d'ailleurs, puisque quand il chassait un cerf pour une famille, ça fait beaucoup à manger, on partage aux voisins, on échange de quoi, on prend la hache polie en gage, c'est la première monnaie. Et le jour où ma famille n'a rien à manger et le voisin a fait une bonne chasse, je lui rends sa hache polie et il me donne à manger pour ma famille. Donc ça a été le premier stade de développement de l'humanité. Et puis ensuite, il s'est sédentarisé. Alors il a adapté, tout à l'heure il s'adaptait à son environnement, là il a fait l'inverse, on a fait l'inverse. On a alors adapté l'environnement à nos besoins. Et c'est là où on a inventé l'agriculture. Donc on a domestiqué les animaux, les végétaux, les espèces végétales, on a défriché pour cultiver, on a inventé la propriété privée aussi. Donc il est parti du yak pour arriver à la Holstein ou au Charolais. Il a sélectionné les espèces végétales les plus productives, les céréales, les fruitiers, sujet qui nous intéresse et qui nous réunit. Donc il a densifié les mêmes espèces dans un même lieu et de fait il a fait apparaître des problèmes sanitaires, végétaux et animaux, puisque les pathogènes sont eux aussi, comme l'homme, opportunistes et lorsqu'il y a abondance, eh bien ils se développent. Donc il a essayé de lutter contre ces attaques sanitaires en utilisant, jadis des métaux, puis plus récemment la chimie. C'est l'agriculture moderne. Voilà, on peut se poser la question si c'est l'agriculture du futur. Parallèlement à ça, le consommateur a intégré la notion de droit à l'alimentation et consacre de moins en moins d'argent à celle-ci. Le budget que les Français dépensent dans leur alimentation, c'est 3 600 € par an. Par ménage. En 1960, le poste alimentaire, c'était 34,6% du revenu des ménages. Aujourd'hui, on est tombé à 19%. En Grande-Bretagne, on est à 12%. Donc ça pose réellement question. Le consommateur valide tout ce qui est fait en agriculture. C'est lui qui détient le pouvoir de décision. L'acte de consommation, c'est un acte grave. C'est le consommateur qui choisit les paysages. C'est pas l'agriculteur. L'agriculteur, il produit et il s'adapte en fonction de ce qu'on lui demande de consommer. Voilà, donc pour ma part, j'ai repris l'exploitation familiale. Alors sur la même exploitation, je suis en train d'installer mes deux enfants là, donc, qui sont la 5e génération. Je suis la 4e. Et je me suis interrogé sur... alors j'ai visuellement vu très brièvement ce que faisait mon grand-père, mais j'ai surtout participé à ce que faisait mon père, la génération que j'appelle la génération FFR. Ça ne fait pas toujours plaisir, mais c'est le cas, c'est le fibrociment, formica et roman. Mais bon, je lui en veux pas plus que ça. J'aurais peut-être fait la même chose que lui si j'avais été là à cette époque. Mais voilà, avant de me lancer dans une carrière agricole, j'ai voulu porter réflexion sur ce qu'il y avait de fait sur mon exploitation. Et avant que mon père ne détruise les poiriers
qu'il y avait sur l'exploitation. Mon grand-père, lui, et mon arrière-grand-père ne vivaient que de la poire. Hein, la totalité de l'exploitation était plantée en poirier, comme vous avez un exemplaire ici. Là. Enfin, celui-ci n'est pas chez moi, il est de Morlaix. Hein. C'est un poirier vénérable qui a à peu près 300 ans sur Morlaix. Mais on en trouvait comme ça partout dans le paysage à l'époque, et notamment au sud de Saint-Brieuc, puisque je suis originaire de Plaintel et mon exploitation est à Plaintel. Donc mon grand-père et mon arrière-grand-père produisaient des poires, donc des poires typiques, hein, des poires à poirer. Cette boisson était très consommée et elle était surtout exportée en dehors de la Bretagne, puisque via le rail, les barriques et les poires, il y avait les deux, hein, il y avait des poires fraîches qui étaient vendues pour être pressées, et d'autres poires qui n'avaient pas la capacité à se faire transporter, qui étaient pressées sur les exploitations et qui étaient vendues en fût en région de Champagne. Et à l'époque, on utilisait le poiret pour couper le champagne. Hein, aujourd'hui, vous savez, le champagne, c'est un vin blanc sec et qui n'est pas pétillant à l'origine. Hein. On laisse descendre la densité le plus bas possible et ensuite on le sucre. Hein. C'est ce qu'on appelle la liqueur de tirage. Donc aujourd'hui, chacun a sa petite manip et est autorisé à mettre du sucre. À l'époque, c'était du poiret qui était utilisé pour apporter du sucre, hein, et des arômes. Voilà, donc inutile de vous dire, mon père a donc enlevé les poiriers et il en est resté quelques-uns sur l'exploitation pour faire de l'élevage hors sol, du remembrement, des grandes cultures, etc. L'agriculture classique que l'on voit, que l'on a vu jusqu'à présent. Donc, j'ai quelques fleurs de poirier. On trouve dans la campagne des vieux poiriers comme ceux-ci. Alors généralement on les retrouve au niveau des villages. Aujourd'hui, il y en avait partout en campagne, mais les remembrements sont passés par là. Il n'en reste plus en plaine. Hein. C'est des parcelles de culture. Et on les trouve généralement comme ça dans les villages. On trouve des vénérables. Vous voyez, derrière la maison, à côté du jardin, etc. Le remembrement n'est pas allé jusqu'au pied des maisons. Et on trouve ces quelques arbres encore aujourd'hui. Certains très vieux. Hein. On trouve fréquemment des poiriers qui ont 300 ou 350 ans. Le plus vieux que j'ai trouvé à ce jour, il se trouve dans la région de Dinard et il approche des 500 ans. C'est un arbre qui vieillit très très bien, hein, contrairement au pommier, hein, qui a une durée de vie relativement courte. Le poirier vit très longtemps. Alors concernant l'histoire de la poire et de l'étymologie, hein, l'origine de la poire, hein, ça vient du latin populaire pira, hein, au pluriel pirum, et d'où le terme de pyrrhus pour le nom de genre du poirier. L'expression dans la langue française, l'expression est très riche en termes de poire. Hein. On parle de bonne poire, hein, pour quelqu'un qui est plutôt simplet. C'était utilisé dans les caricatures de la presse contre Louis-Philippe à l'époque. Une autre expression, c'est entre la poire et le fromage. Parce qu'à l'époque, notamment au XVIe siècle, on servait des fruits avant le fromage. Il y avait très peu de légumes au cours du repas, et c'était des fruits qu'on servait, c'était avant le fromage. Pour éviter d'avoir à se laver les dents, on ne se lavait pas les dents. Ah oui. Donc le fromage avait un effet bénéfique sur les dents. C'est ça. Alors que ça supprimait le sucre en fait du fruit. Donc on finissait avec le fromage. Voilà. Alors garder une poire pour la soif. Hein, une autre expression, hein, on épargne pour les moments difficiles, hein, c'est une expression qui est apparue vers 1640. Couper la poire en deux, hein, c'est-à-dire transiger, faire des concessions, encore une expression. Au niveau de l'histoire, je vais utiliser ma petite loupe parce que je ne vois pas clair et c'est relativement sombre. La première référence historique, hein, que l'on trouve, c'est dans le livre des rois, hein, qui se situe vers 1070 avant Jésus-Christ, où on parle de poirier. Il y a Homère, hein, dans l'Odyssée qui parle de 4 variétés différentes de poiriers. Pour les Romains, on trouve 6 variétés vers 200 avant Jésus-Christ. Hein. 3 siècles plus tard, on en citera, Pline l'Ancien en citera 35.
Les premiers écrits français que l'on retrouve sur le poirier, ce sont les capitulaires de Charlemagne, où il recommande un certain nombre de variétés d'Ulcior, Coxior et Sérotina, c'est-à-dire des variétés de poires à couteau, des poires à cuire et à maturité tardive. Alors, après Charlemagne, l'arboriculture fruitière n'est populaire que dans les milieux monastiques, qui conserveront les meilleures variétés et qui en augmenteront le nombre. Il faut attendre le XIVe siècle pour trouver un roi passionné d'arboriculture, c'est Charles V, qui fait construire en 1365 le palais des Tournelles à Paris et qui va implanter des vergers. On arrive déjà à une centaine de variétés de poiriers, et la poire est considérée comme un fruit délicat, fondant. C'est le fruit des aristocrates qui est opposé à la pomme, qui est le fruit des paysans, le fruit coupe-faim. Ensuite, sous Louis XIII et Louis XIV, on peut véritablement parler de renaissance de l'arboriculture fruitière. Le roi porte un intérêt propre pour ses plantations. Louis XIV allait souvent dans ses jardins et il lui arrivait de tailler lui-même ses poiriers. Et ça a été initiateur d'une grande période de création variétale, puisque c'est le fruit préféré du roi. Et bien, chaque courtisan va essayer à son tour de produire des variétés, etc. Et ça va être vraiment un développement majeur de la création variétale de la poire lors de ce siècle. On a également d'innombrables traités de jardinage qui fleurissent à ces époques-là. Et puis on a la pépinière des Chartreux, qui est aujourd'hui le palais du Luxembourg. Devant le palais du Luxembourg, là où il y avait les jardins aujourd'hui, il y avait la pépinière des Chartreux. Et on retrouve des catalogues des Chartreux. À l'époque, il y avait 400 variétés de poires pour 42 de pommes. Vous voyez les proportions, la poire était vraiment prisée à ces époques-là. Et on arrivait très rapidement ensuite, au XIXe siècle, on avait entre 900 et 3000 variétés de poires, donc ça s'est vraiment démocratisé. Concernant l'histoire du poiré, il est... Alors je montre quelques diapos avec des images caractéristiques des troncs de vénérables qui restent sur les talus. Vous voyez, à l'intérieur du champ, il n'y en a plus, c'est cultivé. On les trouve sur les bordures, dans les pentes ou sur les talus. Ici, on est sur la région de Châtellerault, là on est sur des plantations dont je n'ai plus les terrains aujourd'hui. C'était une petite ferme qui appartenait à mon arrière-grand-père, qui est à côté de celle que j'exploite aujourd'hui. Et il y a une possibilité très intéressante de retrouver les anciens vergers. Quand vous en trouvez un comme ça, vous allez sur Géoportail et vous regardez les photographies anciennes. Elles datent de 1950, entre 50 et 56. C'est des photos aériennes qui ont été faites par l'armée américaine après la Seconde Guerre mondiale. Ils ont photographié toute la Bretagne. Et vous allez sur Géoportail, vous arrivez à retrouver ces photos-là. Et ce qui est intéressant, c'est de les mettre sur votre écran. Vous pouvez couper l'écran en deux, vous mettez la photo actuelle par satellite et la photo de 1950. Et avec la souris, vous vous baladez sur les deux photos et vous trouvez la juxtaposition du même endroit. Et lorsque je vais sur la photo satellite actuelle, donc je repère ce vieux poirier qui est sur les talus, eh bien j'ai la vision de tout le champ qui est à côté, qui était entièrement planté de poiriers. On peut voir les alignements, moi j'en tiens compte pour l'implantation de mes vergers, dans quel sens étaient implantés les rangs, quelle densité, etc. Donc on retrouve toute cette arboriculture là où il n'y a plus que quelques vénérables, on les retrouve encore aujourd'hui, grâce à cet outil. Alors, concernant le poiré en Bretagne, on le produit depuis le haut Moyen-Âge, voire l'Antiquité. Alors en effet, une charte du cartulaire de l'abbaye Saint-Sauveur de Redon, qui est datée de 837, nous informe je vais la retrouver, voilà le cartulaire de l'abbaye Saint-Sauveur de Redon, et on a une charte de 837, de décembre 837, qui est écrite, et donc l'ensemble du cartulaire est écrit en latin, il a été traduit.
Et on parle des poiriers qui sont multicentenaires en 837. Vous vous rendez compte? Donc ça veut dire qu'ils sont très anciens dans le paysage. Et notamment, on le précise ici, qu'ils sont utilisés comme bornage des terrains. Comme ils avaient une très grande longévité, ils étaient mis en limite de propriété pour rester, quoi. Et en même temps, ça produisait des fruits. Autre source intéressante, c'est les manuscrits des États de Bretagne, mis au jour récemment lors d'une vente aux enchères à Brest. Ils nous informent sur le montant des taxes prélevées sur le poiré par les États de Bretagne. Et donc c'est un ouvrage que j'ai acquis. Et vous voyez ici, on parle du poiré, où on instaure les taxes sur le poiré. Alors poiré, vous voyez, c'est écrit P-O-I-R-E-E. Et l'autre ici, on nous parle de 17 livres, 9 sols et 10 deniers par baril de cidre, bière et poiré. 125 livres par baril d'eau de vie, etc. Donc c'est le montant des taxes qu'on appelait les petits devoirs et les grands devoirs à l'époque sous l'Ancien Régime. Donc, comme je disais tout à l'heure, aujourd'hui, on trouve encore ces vénérables-là qui ont 350, 400 ans. Concernant les origines de la plante, je passe sur les... Ah oui, alors, ça c'est des choses drôlement intéressantes qu'il faut voir, qu'on récupère dans la campagne. Ici, c'est la chapelle templière de Saint-Alban. À l'intérieur, vous avez la Vierge à l'enfant et vous avez le petit Jésus. Alors là, on ne le voit pas bien, mais il tient une bouteille. Et la Vierge tient dans sa main une poire. Là, vous en avez une autre, c'est dans le pays du Chister, à Cléguérec. C'est pour vous dire que la poire, c'était vraiment quelque chose qui avait une valeur économique relativement importante. Et là, vous voyez la Vierge qui tient une poire dans sa main, et vous avez le petit Jésus qui tient du poire, une bouteille de poire. On donnait même aux enfants. C'est assez parlant. C'était Lucas Morgan à l'époque. Concernant les origines des poires, de la poire en général, parce qu'ensuite on a dissocié les poires à poirer des poires de table, mais elles étaient toutes identiques à l'origine. On a plusieurs rapports génétiques en Bretagne. C'est pour ça qu'il est très difficile de faire une classification. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Si vous voulez, c'est au fil du temps, on a eu des apports génétiques qui ont été faits à différentes occasions, notamment depuis le Caucase, où on trouve des forêts primitives de poiriers, juste ici, là, dans le Tien Shan, sous le lac Isik, et on trouve des forêts endémiques de pommiers et poiriers. Lors des caravanes de la soie qui importaient de Chine la soie vers l'Europe, on a ramassé vraisemblablement des greffons et on les a amenés en Europe, et ce qui a apporté une diversité génétique par rapport aux poiriers endémiques que l'on a en Bretagne, qui est le poirier pyrastère, un Pyrrhus pyrastère, qu'on trouve dans les Landes, sur les talus, un peu partout. Et le pyrastère s'est hybridé avec les variétés Caucasica, et ça a donné le groupe des Pyrrhus communis. Alors il y a eu d'autres apports au fil du temps, notamment par les Romains, lors de la romanisation de l'Europe. Ils ont ramené du pourtour méditerranéen d'autres types de poiriers, comme ils ont amené le châtaignier, comme ils ont amené la vigne. Et puis le troisième apport majeur, il a été fait par les croisés. Lors des croisades, dans les croisades, on avait les seigneurs locaux qui partaient en croisade, les moines, et eux-mêmes vivaient de leur domaine et de la rentabilité de leur domaine. Donc ils ont ramené, en fonction de ce qu'ils ont vu au loin, ils ont ramené tout ce qui avait un intérêt pour leur propre domaine. Et c'est comme ça que l'on a ramené les chevaux de course à Corlay, dans la forêt de Kénécan.
On a ramené des chevaux pur sang arabe des croisades. Et on a ramené une catégorie de poiriers qui moi, m'intéresse beaucoup, c'est le Pyrrhus nivalis, dont on va reparler tout à l'heure. Alors, c'est l'ensemble de ces 3 apports génétiques. Alors, tout ça, c'est hybridé, alors, sauf le Pyrrhus nivalis, j'expliquerai pourquoi tout à l'heure. Et tout ça, c'est hybridé pour créer les variétés qui sont généralement très endémiques, très locales, hein, puisque sur chaque secteur géographique, on va avoir des variétés différentes. Alors, ça nous amène à parler du greffage, hein, puisque ce sont les Chinois, hein, déjà 6000 ans avant Jésus-Christ, hein, mais également les Phéniciens, les Carthaginois, les Arabes, les Grecs, les Romains, hein, qui connaissaient les différents modes de greffage et qui ont permis de développer l'arboriculture et la conservation variétale. Alors au niveau botanique et au niveau... donc retenez qu'on a des poiriers qui viennent de cette vallée du Kazakhstan en bordure de la Chine. Vous voyez ces photos de pommiers et de poiriers en fleurs, hein, donc des variétés primitives, hein, mais qui sont à l'origine de la plupart de nos variétés à fruits, mais on avait en endémique, hein, en armorique, sur tout l'ouest de l'Europe, le Pyrrhus pyraster, hein, qui est ce petit épineux qui prospérait déjà. Hein. C'est en croisant ces différentes variétés qu'on est arrivé à faire une gamme variétale extrême entre des variétés, vous voyez, comme celle du haut, là, qui est énorme, qui est grosse comme un pamplemousse, et d'autres qui sont vraiment toutes petites. Concernant sa botanique, donc c'est une plante de la famille des rosacées. On a de grands groupes, les malloidés, notamment ces malloidés se définissent en 2 sous-groupes, les pyroïdés et les pomidés. La seule différence botanique que l'on a entre un pommier et un poirier, ce sont les styles qui sont non soudés chez le poirier et qui sont soudés chez le pommier. C'est la seule différence botanique. Nous, on en fait 2 fruits différents, de catégories, etc. Mais botaniquement parlant, ce sont des plantes qui sont très proches et qui sont issues d'une mutation de l'un de l'autre, vraisemblablement. Donc la pollinisation du poirier est assez délicate. C'est un arbre qui fleurit très tôt. Il fleurit bien avant le pommier. Et dans ces débuts de printemps, qui sont parfois froids, on a de très mauvaise pollinisation par les abeilles classiques. Le poirier va être essentiellement pollinisé par les abeilles solitaires, notamment les osmies, qui elles sortent très précocement et vont avoir un très bon effet pollinisateur sur les vergers. Mais il ne faut pas compter sur les ruches. Hein, j'ai des ruches, j'ai mis des ruches dans les vergers. Surtout les espèces d'abeilles que l'on a maintenant. Hein, la noire bretonne, elle était adaptée à ces conditions froides du printemps. Aujourd'hui, elles sont toutes hybrides, elles sont plus ou moins blondes. Et il fait trop froid, elles sortent pas de la ruche, elles restent en bord de ruche. Voilà. Et notre poirier, il est en fleurs. Donc on compte sur les osmies, je reviendrai tout à l'heure, je vous montrerai quelques photos. Alors il y a plusieurs classifications botaniques au niveau des poires, on peut s'y perdre. Hein. Donc il y a le Pyrrhus communis, hein, que je vous disais tout à l'heure, c'est un hybride entre le Pyraster et le Caucasica. Et vous avez aussi le Pyrrhus cordata, je vous montrerai quelques fruits tout à l'heure, sur la côte atlantique notamment. Vous avez le Pyrrhus pyrifolia, hein, qui est la pomme poire, hein, qui est très connue au Japon, c'est ce qu'on appelle le nashi, mais c'est une poire. Vous avez le Pyrrhus sinensis,
qui vient de Chine. Vous en avez un deuxième aussi qui vient de Chine, c'est le poirier, le Pyrrhus caleriana. Caleriana, son nom d'ailleurs, ça vient de Jean-Marie Callery, qui était un moine en 1858, missionnaire en Chine, qui va ramener ces variétés de poires, et on va dédier ce groupe de poires à Callery, on l'appellera Caleriana. Et puis vous avez enfin le Nivalis, qui est caractéristique, hein, des feuilles grisâtres, des fruits ronds, etc., qui est originaire, lui de Syrie. Alors, concernant ce Nivalis, on en fait vraiment un groupe à part, et on le distingue très clairement des autres variétés de poires, je vous le disais tout à l'heure, par son feuillage grisâtre. Nous, il nous intéresse beaucoup pour faire du poiré, parce on a observé que après fermentation, ou en cours de fermentation, c'est une variété qui amène beaucoup de précurseurs d'arômes qui vont se révéler lors de la fermentation par les levures. Et moi, je les recherche systématiquement et je les collectionne. Alors, ils ont une particularité, hein, ces variétés, c'est qu'ils se reproduisent par apomixie. Alors, apomixie, apo en grec, c'est à l'écart, et mixis, c'est mélanger. Donc, à l'écart du mélange, c'est-à-dire que les fleurs ne sont pas fécondables par un grain de pollen. Et ce qui se passe dans l'apomixie, c'est que l'ovule va produire des cellules, il ne va pas avoir de méiose, ça va être une mitose, et cet ovule va donner naissance à une graine sans fécondation. Et c'est pour ça qu'on a la pureté de ces variétés Nivalis, c'est qu'ils ne se sont pas hybridés avec les autres apports génétiques au fil du temps et au fil des siècles. Alors, pour autant, actuellement, j'ai fourni pas mal de feuilles, hein, pour faire une étude avec l'INRA sur l'origine génétique avec un certain nombre de marqueurs. On a 11 marqueurs, hein, grosso modo, quand on fait une étude pour trouver le code PUNC. Et l'ensemble des Nivalis, à chaque fois que j'envoie un Nivalis différent en analyse génétique, on me retourne le même code PUNC. Donc c'est-à-dire que 11 marqueurs, ça ne suffit pas pour différencier. Ce sont des très légères mutations, sans doute sur une toute petite partie du génome, et qui font que ça donne des fruits légèrement différents. Alors, ce sont des mutations, hein, qui se font au fil du temps et qui vont donner des petites caractéristiques différentes. Je vous en montrerai quelques-unes que j'ai observées et que j'ai recherchées ces dernières années. Alors voilà par exemple le Pyrrhus cordata. Hein, on en trouve, il y en a un plein tel chez moi, qui est monumental. Vous voyez, le cordata, il a un pédoncule très très long. Il ressemble à une cerise. Très sucré, hein, des taux de sucre énormes. Hein, c'est sans doute, il bat tous les records. Alors au niveau des terroirs à poiriers, alors il y en a en Bretagne, hein, ils sont nombreux, hein, je vais vous en citer quelques-uns, hein, notamment Cléguérec, hein, qui est le pays du schiste-père, avec la variété Père-Boreigne, hein, qui est très connue. Sur Merdrignac, vous avez la variété chèvre. Sur Saint-Brieuc, alors vous en avez plusieurs, mais on peut citer notamment Grain d'Or et Bézide Quessois. Sur Rennes, on a la poire de Matau, qui est intéressante parce que c'est un Nivalis. Sur Dinan, vous avez De Bouc. Sur Saint-Malo, vous avez Jeunette. Sur Paimpol, vous avez Manac. Sur Erquy, vous avez la Jeannette d'Erquy. Sur Carhaix-Glomel, vous avez la Père-Boreigne, qui est une autre mutation de celle de Cléguérec. Donc on avait des terroirs, hein, avec des zones où on cultivait quasiment la même variété de poires. Et vous changez de pays, vous changez de variété de poires, vous changez de type de poire. Alors c'est assez intéressant de reconstituer sur une carte les zones en question. Et donc ce travail, il est fait par des collègues
sur la région de Liffré, dans le Finistère, dans les Côtes-d'Armor, chez le voisin, et puis on se partageait la génétique. Et c'est comme ça qu'on trouve des secteurs. Alors, peut-être que pour le champagne, pour les liqueurs de tirage, c'était des variétés spécifiques comme le grain d'or qui sont très sucrées. C'est peut-être pour ça que massivement c'était cultivé là. En fait, on ne sait pas trop. Mais en ce qui concerne lorsque je fais de la recherche, on va voir tout à l'heure la démarche de la recherche variétale sur les vénérables, hein, ce que j'appelle les vénérables, ce sont les vieux arbres qui sont multicentenaires. L'intérêt, lorsque je les regarde, c'est d'observer la hauteur du point de greffe. Un amateur, il va greffer à n'importe quelle hauteur un verger ou un fruitier. Un professionnel, il sait très bien qu'il faut monter à une certaine hauteur pour avoir une mise à fruit plus rapide. Et notamment les pépiniéristes, même sous l'Ancien Régime, et c'était le cas dans le jardin du Luxembourg, la hauteur du point de greffe et l'homogénéité des points de greffe nous donnent une idée si c'était des plants achetés ou si c'était des plants qui ont été greffés sur un talus parce qu'on a un sauvageon qui a poussé là et on l'a greffé peu importe la hauteur. Donc ça je le note parce que ça me donne un indice sur sans doute la qualité de la poire. Alors, la démarche en haute tige, alors je passe quelques exemplaires. Là, vous voyez ici c'est le cordata. Le cordata, des toutes petites poires avec des longs pédoncules, feuillage très vert. Vous voyez quelquefois des variétés qui sont très proches mais qui sont pommiformes et d'autres piriformes. Enfin bref, on a un patrimoine génétique spécifiquement en Bretagne qui est absolument incroyable. Alors vous voyez ces fruitiers là, le point de greffe, ces poiriers là, tous le même sur toute la rangée, tout le monde à 2,10 m. Bon. Un indice. Alors vous voyez ici, je suis à Mignac-Morvan, des poiriers qui ont 350 ans. Alors celui-là il bat tous les records, hein, il se trouve dans l'est de la France, hein, parce qu'il n'y a pas que des poiriers en Bretagne, ni en Normandie, ni dans le reste de la France. Hein, il y en a dans l'est, il y en a en Allemagne, il y en a en Autriche, il y en a en Suisse. Alors là franchement ça dépasse tous les records, mais si on regarde bien c'est plutôt deux poiriers côte-côte. On voit bien il y a deux greffes, deux points de greffe. Alors certains disent non, il y avait deux greffes, mais il a été fendu en deux par la suite, par la foudre ou par un autre événement. Bon, honnêtement, je pense que c'est deux poiriers qui étaient distants 1 mètre l'un de l'autre et on a mis une greffe sur chaque. Enfin, c'est quand même incroyable. Ça, une variété de poires de chez moi. Alors, pourquoi dans cette zone-là, tout le sud de Saint-Brieuc, il y avait cette richesse au niveau fruitier? Alors on a un indice, on pense que le seigneur de Saint-Kiouette, d'où dépendait Metter avant la Révolution, hein, le château se trouve juste à côté de la ferme, juste au-dessous, il y avait une richesse fruitière absolument intéressante, que ce soit en pommes ou en poires. Le seigneur du château en question, il était gouverneur de Saint-Brieuc, et il avait ses appartements au palais du Luxembourg. Il est même mort au palais du Luxembourg, donc sa résidence d'été c'était son château de Saint-Kiouette, et tout l'hiver il le passait au palais du Luxembourg. Il avait forcément, il était en contact avec les moines chartreux du palais du Luxembourg. Alors c'est une hypothèse qu'on a formulée avec le conservatoire du palais du Luxembourg, vraisemblablement qu'il a apporté des fruitiers sur son domaine, et c'est peut-être pour ça qu'on a cette richesse au niveau fruitier sur le sud de Saint-Brieuc. En tout cas, ici, vous avez une variété de poires. J'en ai une douzaine d'exemplaires majestueux, qui sont très grands. Et c'est sans doute la variété la plus tardive qu'on a trouvée en poire à poiret. Elle est mûre au mois de janvier. Et vous voyez, ça c'est une diapo que j'avais dû prendre au mois de décembre. Elle n'est pas encore mûre, elle est toujours dans à Noël, elle est toujours dans le poirier, quoi. Hein, elle tombe au mois de janvier, et on peut faire du poiret avec au mois de janvier. Bon, c'est pas toujours facile de ramasser des poires au mois de janvier dans l'herbe gelée. Vous voyez une autre
une autre variété très jaune. Hein. Il ne reste plus qu'un exemplaire de ce poirier-là. Hein. Il est immense, il est sur un talus. Et bon, une sucrosité, côté aromatique très important. Vous voyez là, ils sont quasiment mûrs. On était fin septembre, première semaine d'octobre. Regardez la qualité du feuillage, etc. Pas de parasitisme, enfin vraiment une très belle génétique, quoi. Là, une variété piriforme. Quelquefois, on trouve les deux sur le même poirier. Vous voyez les poiriers dont je vous parlais tout à l'heure qui sont très tardifs, là, qui mûrissent au mois de janvier. Vous les voyez en fleurs. Pour autant, ils sont en fleurs en même temps que les autres. Hein. La fenêtre de tir de floraison du poirier, on est en train de les mesurer actuellement. On a maximum 15 jours entre la première et la dernière. Alors que sur le pommier, on a des périodes très longues. Et là, pour le poirier, c'est relativement restreint. On a les premières poires. J'ai des poires qui sont matures fin juillet. Et les dernières sont matures fin janvier. Vous voyez un peu l'échelle. Et pour autant, il y a 15 jours de différence de floraison. Ce qui n'est pas simple, hein, parce qu'avec les gelées tardives que l'on a, moi ça fait quand même 2 années de suite que j'ai des gelées importantes, eh bien on ne peut pas tellement jouer sur la précocité de la mise à fleur ou des variétés plus tardives, puisque tout le monde fleurit en même temps quasiment. Voilà un collectage de greffons sur un talus. C'est pareil sur les photos sur le géoportail, de chaque côté c'est des vergers. Au milieu il y avait un talus, il ne reste que les arbres qui étaient plantés sur le talus. Et là il est temps d'intervenir parce que vous voyez il est complètement creux. Et vraisemblablement dans quelques années il n'y aura plus rien. Et pourtant il est très abondant en fleurs, hein, cette variété-là. Alors vous voyez celui qui avait des petites poires jaunes tout à l'heure, c'est celui-ci. Il est vraiment en pleine santé. Regardez la hauteur du point de greffe, ça donne un indice aussi. Et vous voyez, ce qui m'intéresse là, lorsque je fais du collectage, c'est de récupérer autant la variété tronc que la variété fruitière qui est au-dessus. Les anciens n'ont pas mis au hasard la variété tronc par rapport à la variété tige. Alors je vais venir au pré-verger, parce que tous les poiriers en Bretagne étaient cultivés en pré-verger, c'est-à-dire des arbres majestueux, relativement grands, et avec un montage spécifique au niveau de la pépinière, c'est que l'on a une variété de porte-greffe, une variété pour faire le tronc, et une variété pour faire les fruits au-dessus. Donc en fait, dans un arbre, on a 3 variétés différentes. Au début, j'ai collecté, comme tout le monde, que la variété fruit. Mais j'ai fait des montages qui n'étaient pas du tout pertinents. Au niveau croissance du cambium, je peux avoir un point de greffe qui va faire un bourrelet du fait que je n'ai pas la même vigueur entre les deux. Donc j'ai collecté très rapidement toutes les variétés de troncs qu'il était possible de rencontrer. Donc c'est le cas notamment ici. Vous voyez, on a la variété qui a été greffée à ce niveau-là, mais ici, vous voyez, on a une branche qui vient du tronc. Quand je collecte autant la variété du dessus que la variété du dessous. Je note ça précieusement et je fais en pépinière les mêmes montages. Je ne vais pas prendre le risque de faire un autre montage. Si celui-là est pertinent, il n'y a pas lieu d'y changer. Donc aujourd'hui, j'ai à peu près 8 variétés courantes de tiges qui ne sont pas cataloguées, voilà, mais qui existaient et qui vous font des tiges en 2 ans, mais qui sont absolument incroyables. Oui. Vous êtes sûr qu'il y avait des variétés utilisées pour le tronc? Vous êtes sûr qu'il y a eu une greffe en bas? Ah oui, c'est sûr, parce que dans les catalogues des pépiniéristes des moines chartreux, on retrouve des variétés tronc. Ouais, c'était déjà pratiqué. Ah ouais, c'était déjà pratiqué. Ouais. Ouais. C'était même plus pratiqué par les anciens que par les générations nouvelles, où on a voulu greffer sur le porte-greffe directement la variété fruit, faire du verger bastige et intensif, quoi. Voilà. On a perdu une bonne partie de ces savoirs-là à cette époque-là. Alors pourquoi faire des vergers aux tiges et ce qu'on appelle en Normandie des pré-vergers? Alors en Bretagne, c'était pas forcément des prés, hein, c'était surtout des cultures, hein, la betterave, l'avoine, le blé noir, les céréales étaient cultivées entre les arbres avec des espacements de 10 mètres sur 10 mètres. Hein, on avait 100 arbres, quelquefois moins à l'hectare. Et c'est un système agroécologique relativement intéressant, sans doute des plus complexes, qui entraîne une robustesse
des arbres, hein, puisque ce sont des arbres de plein vent avec un gros enracinement, une tolérance aux maladies, aux bioagresseurs, hein, qui est relativement importante, une rusticité, une frugalité, une haute valeur nutritionnelle des productions qui en sont issues, une grande biodiversité, hein, puisque vous avez au sol l'ensemble de différentes plantes à fleurs, graminées, etc. Et vous avez un faible coût d'intrants, puisque ces cultures-là sont peu fertilisées. Alors on va rebondir directement sur la réalisation du poiré. La grosse difficulté pour faire du poiré, c'est la richesse azotée des jus de poire. Si vous le menez sur un sol qui est trop fertile, votre poiré, vous ne le tiendrez pas en bouteille. Vous ferez les expériences que j'ai faites, ça fait des véritables grenades. Le poiré, les bouteilles explosent. Et ça, c'est dû à une richesse azotée du mou qui est trop importante. Si vous avez un système intensif ou trop d'animaux à pâturer en dessous, etc., avec les déjections, vous allez avoir un taux d'azote dans le sol qui va être important, et vous allez avoir un taux d'azote dans votre jus, il n'est pas gérable. C'est pour ça que je dis, moi, le poiré, il se fait au champ. Il ne se fait pas qu'à la cave, il se fait au champ. Alors, dans ma démarche que j'ai entreprise, donc quand j'ai observé ces quelques vénérables qui restaient sur les talus, dans les pentes, etc., qui chaque année donnaient des poires sans fertilisation, sans traitement phyto, etc., je me dis, il y a peut-être quelque chose à faire en récupérant ça. Il y avait une histoire familiale, il y avait du matériel aussi qui était à disposition. Et je me suis mis à collecter les vieilles variétés qui sont... Comme sur la diapo ici. Donc trouver la ressource génétique. Ceux qui ont traversé les siècles, ce sont vraisemblablement les mieux adaptés au terroir. Parce qu'ils ont subi des grands gels, ils ont subi des grandes sécheresses, ils ont subi des attaques parasitaires, et sont toujours vivants. Moi, c'est ce qui m'intéresse. Lors de la collecte, je collecte la variété fruit, la variété tige quand c'est possible. Je fais également de l'ethnobotanique, c'est-à-dire que j'essaye, quand la mémoire humaine est encore là, de savoir à quoi étaient destinées les poires. Est-ce que c'était plus des poires tapées? Est-ce que c'était des poires pour la cuisine? Est-ce que c'était des poires pour le poiré? Est-ce que c'était des poires pour l'alcool? Je note tout ça, je note le nom de la variété quand on l'a encore, et quand j'arrive dans un village où il n'y a plus plus personne, eh bien je donne pour donner le nom de la variété, je donne le nom du village ou le nom de la personne qui m'a indiqué la variété. Alors dans la pratique, je fais l'expérience suivante. Lorsque les poiriers, vous avez vu quand c'est en fleurs, c'est des arbres majestueux, tout fleuri blanc, on les repère bien dans le paysage. Donc je prends ma voiture et puis je tourne. Et puis à chaque fois que je vois un arbre blanc, je repère le point GPS. Et je reviens en cours d'été, j'essaye de trouver le propriétaire. Et j'ai déjà un indice sur les fruits qu'il y a dans l'arbre. Donc je récupère par écussonnage la partie fruitière, la partie tige, et je greffe systématiquement 3 de chaque. Donc pour un arbre, j'en fais 6. Et puis ensuite, je reviens à l'automne, récolter quelques fruits, et j'analyse les jus. Sucrosité, acidité, des critères que je recherche pour faire mon poiré. J'ai exclu certains critères, comme le ramassage à la machine, je ne le fais pas, tout est ramassé à la main. Donc je n'exclus pas de variétés parce qu'elles ont une durée de vie courte, hein, j'en ai certaines, je suis à 2-3 jours, hein, ça tombe, il faut que je ramasse tous les 2 jours pour pouvoir faire le poiré, transformer le soir même, sinon le lendemain, tout se trouve dans le fond du sac, quoi. Pour moi, ce n'est pas un critère d'exclusion. Si la variété m'apporte un côté aromatique, un côté que je recherche, qui est complexe, je garde la variété. Donc j'ai un verger conservatoire où je mets toutes les variétés que j'ai collectées. Alors je l'ai collectées au niveau de la commune, puis ensuite de la région de Saint-Brieuc, puis ensuite le département et la Bretagne, et maintenant je fais plus. Et on m'en rapporte d'un peu partout. Donc je collectionne tout ça. Et aujourd'hui, j'en ai sélectionné 25 variétés que j'utilise
en grande quantité sur les vergers de l'exploitation. Alors, je vais vous montrer quelques diapos de variétés observées sur le terrain. Regardez un peu ces troncs là qui sont complètement boursouflés par les incidents sur les troncs. Regardez, celui-là, il a comme une tumeur au niveau du tronc, sans doute lié à des couilles ou autre. Là, on est dans la région de Calac. Et j'arrive, le type, il était avec son tractopelle en train de faire un terrassement, il voulait pousser dessus pour le mettre par terre. Je lui ai dit non, vous ne vous rendez pas compte du patrimoine que vous avez. Donc il faut essayer de convaincre les gens de garder leur génétique. Malheureusement, les variétés poire à poirée, c'est très astringent. Et moi, celles que je recherche, c'est celles qui sont les plus astringentes. Les gens arrivent, ils achètent un bien, il y a la maison, il y a le poirier derrière. Tiens, c'est un poirier, ils ont identifié, très bien, ils ramassent les poires à l'automne, ils croquent dedans. Ah, c'est astringent. Ils se sont dit, bah, c'est un truc sauvage, il n'a pas été greffé. Et puis ça sert à faire du feu et il est tronçonné. C'est une catastrophe. Tout ce patrimoine-là, il est perdu définitivement. Ces variétés, c'était des variétés spécifiques pour faire une boisson. C'est la même chose que pour les pommes, il y a les pommes à cidre, il y a les pommes de table, bah, il y a les poires à poirer et il y a les poires de consommation. Donc il faut essayer de convaincre les gens. Alors le mieux c'est de leur apporter une bouteille. Vous leur apportez une bouteille, regardez ce qu'on peut faire avec ça. Bah, tout de suite ça leur permet de prendre conscience de leur patrimoine. Là, on voit des toutes petites poires rondes cachées dans le feuillage très rond. Ah, bah, vous voyez, c'était le poirier que j'ai sauvé in extremis à Calac, hein, j'en ai fait plusieurs comme ça. Où j'ai dit, maintenant tu retires la terre qui a été poussée au pied, là, tu le laisses comme ça, c'est un beau patrimoine. Là, je reviens sur la variété qui est chez moi, c'est une photo que j'ai faite au mois de janvier, où il y a toujours les poires dans le poirier. Donc voilà encore une autre collecte. Tronc caractéristique avec les cassures, les ciselures en forme très angulaire de l'écorce. Alors vous voyez sur le démarrage à gauche, là, j'avais des reprises de broussin, ça m'a permis de récupérer la variété de tronc. Donc je fais les photos et je collecte, là on est au mois d'août, donc je vais collecter avec la perche la variété fruit qui est au-dessus, et la variété de tronc, vous voyez, très facile à récupérer ici. Voilà, on collecte, on fait des photos pour chaque variété. Hein, je fais un petit dossier sur le lieu, le feuillage, la qualité des fruits, et je vais compléter ça en fonction ça c'est une variété ouvelle qu'on trouve spécifiquement à Plaintel et pas ailleurs. Alors là, on voit peut-être pas bien sur la photo, mais c'est vraiment criblé de poires. Il y a des poires partout. C'est un arbre qui fait 15 mètres de haut. Regardez ça, la qualité du feuillage et l'abondance des fruits. Des troncs qui parfois ont souffert, hein, soit par les engins agricoles ou les pâturages d'animaux. Regardez un peu celui-ci. Chaque année, il doit faire 300 kg de poire sur celui-là. Ils ont vraiment une capacité de survie hein, chez le poirier. Hein. Il a beau être massacré comme celui-ci, il a plus de 350 ans, mais il est toujours en vie, il a toujours la même production. Alors les cuissonnages, donc en pépinière, avec des en pépinière, je vais cuissonner dans la logique de mes rangs, j'ai 3 intermédiaires plus 3 variétés fruitières pour un même arbre. Et voilà, je fais mes fions comme ça. Donc ça c'est des fions d'1 an. Pour l'instant je ne les ai pas taillés. Et c'est avec ça que je vais faire mes tiges.
Vous voyez à quoi ça ressemble. Alors, je reviens un petit peu en arrière. On travaille en famille, donc tout le monde est mis à contribution de ramassage des fruits. Et puis là, un pressage pour mesurer l'intérêt de la variété. Donc il suffit d'en récupérer quelques dizaines de kilos et c'est la première chose c'est la partie la plus intéressante, je trouve, du métier. C'est d'essayer de voir quel profil aromatique on va en tirer, quoi. Quelquefois on est surpris. J'ai des choses que je vais sortir dans quelques années qui sont assez fabuleuses, mais il y a le temps de la nature, donc je ne peux pas aller plus vite. Quand j'observe une variété qui est intéressante, le temps que je la multiplie, je la plante en verger, il me faut 15 ans. Il me faut 5 ans en pépinière pour faire une tige greffée, il me faut 10 ans après pour avoir des fruits dans le verger. Donc prochainement, je sortirai un poiré sec, mais avec un goût d'agrumes. Vous croyez que c'est un jus d'agrumes, quoi. Et ce sont des poires. C'est une poire, une variété de poire. Donc c'est très intéressant. Il ne faut pas se limiter juste à presser et puis à goûter le jus. Ça vous donne juste un indice sur le jus. Il faut le voir après fermentation. Et est-ce qu'il s'agit d'arômes primaires, c'est-à-dire des arômes de fruits qui sont intéressants, ou est-ce qu'il s'agit de précurseurs d'arômes qui vont se révéler pendant la fermentation ou après la fermentation? Parce qu'on a les deux en fait dans le jus. Il faut bien comprendre que quand on prend des fruits, vous mettez votre nez sur la corbeille de fruits, vous sentez le fruit. Ce sont des arômes volatiles. Ces arômes-là sont très difficiles à conserver et à mettre en bouteille. Il y a des techniques pour, mais c'est très compliqué. C'est ce que j'essaye de faire, et c'est ce que je fais. Mais ce qui m'intéresse aussi, c'est d'embouteiller des précurseurs d'arômes qui vont se révéler pendant la fermentation et qui vont donner des arômes, un bouquet aromatique, complètement différents après fermentation. Alors, je n'ai pas précisé, mais dans le pré-verger, donc moi je suis sur herbe, spontanée, donc l'ensemble des vergers sont conduits en agriculture biologique, et je travaille exclusivement en levure indigène. C'est-à-dire que dans le verger, je vais cultiver deux choses. Je cultive des poiriers pour faire des poires, mais je cultive un tapis vert pour les levures. Mes fruits tombent systématiquement au sol, et je les laisse 2 jours au sol. Ensuite, je les ramasse. Quand je les ramasse, alors c'est déjà le cas des fruits, même si vous les ramassez sur une branche, il y a déjà des levures fixées sur l'épiderme. On peut comparer ça à des punaises, si vous voulez, qui sont fixées sur l'épiderme. Et important, je ne fais pas le poiré sur une méthode cidrière, j'utilise que des méthodes vinicoles, et j'ai une première phase où je vais lancer la fermentation sur le marc entier. C'est-à-dire que je broie mes fruits et j'en cuve la totalité du broyat. Ça ne passe pas à la presse de tube. Et il y a toute cette période-là qui est très importante, et c'est là où je vais avoir le transfert aromatique qui va se faire de la pulpe vers le jus. Et c'est le jus qu'il va falloir travailler après. Voilà, on observe chose intéressante. On croit que par exemple la mousse qu'on va avoir dans un verre quand on verse le poiré, qu'elle va être acquise pendant la fermentation. C'est faux. Pas du tout. Elle est acquise dès le fruit. Et vous passez d'une variété à l'autre. J'ai des variétés où il ne va pas avoir une bulle, pas un gramme de mousse. D'autres où je vais être obligé de la chasser pour pouvoir le presser. C'est variétal, c'est pas acquis pendant la fermentation. Alors il y a une quinzaine d'années, j'avais fait des photos sur les derniers voisins qui faisaient du poiré à partir des poires de la ferme de chez moi. Donc feu Roger Roland qui faisait son poiré méthode traditionnelle, avec de la paille. Et j'avais fait ces quelques clichés. Oui, quand je vois la taille de mon aîné, t'es d'accord, Jean, ça fait bien 15 ans. Donc la fabrication de la motte.
Et puis bien sûr, il faut goûter tout ça. Alors en fait, ça donnait pas un mauvais résultat. Hein. Bon, il y avait des problèmes de futaille, etc., d'hygiène, forcément, hein. Mais ça donnait pas un si mauvais résultat que ça, du fait de la lenteur du travail. Aujourd'hui, une poire, vous la travaillez, vous la mettez vous la broyez, vous la pressez, le jus est imbuvable. Imbuvable. Beaucoup trop astringent. Mais là, la motte, il la faisait sur une semaine. Et il cliquait sa motte tous les jours. Voilà. Donc il avait quelque chose qui était très, très souple en boisson. Hein. Vous voyez, le marc, il est complètement oxydé, quoi. Donc en fait, ce que je fais aujourd'hui dans les cuves où je laisse le jus avec le marc, ça correspond un petit peu à ça, hein, à ce qui se passait dans la motte à l'époque, quoi. Le couteau de pommard. Voilà, alors je reviens encore sur une variété, ça c'est à Saint-Brandan. J'ai le greffage et j'ai la variété tige en dessous, donc qui va être écussonnée comme ça, au mois d'août jusqu'au 15 septembre à peu près, ça dépend des années. Là on est à l'automne, au mois de novembre ou décembre. Alors, en poirier, il faut faire attention parce qu'il y a des grosses croissances à l'automne. Et quand vous faites de la pépinière, c'est un peu la limite ici, c'est que mon écusson il est quasiment recouvert. Parce que je l'ai peut-être mis trop tôt, mettons mi-août, et il va avoir une croissance d'automne qui va être importante et qui va refermer, l'écorce va se refermer sur l'écusson. Ça va entraîner un démarrage beaucoup plus difficile au printemps. Donc il faut préférer faire des écussonnages tardifs. J'en fais quelques fois fin septembre. Le risque, c'est que ça ne se décolle plus. Donc il faut jauger le truc, hein, mais plus vous ferez votre écussonnage tard, plus votre bourgeon sera outé, c'est-à-dire complet, et moins il y aura d'écorce à le recouvrir, et mieux il démarrera au printemps. Excusez-moi. Oui. Est-ce que du coup l'écusson, l'écusson pour poirier fonctionnerait mieux qu'un prélèvement de greffon en hiver et un greffe à l'anglaise en printemps? Alors il y a deux choses. C'est-à-dire que les tiges, je les fais systématiquement en écusson au sol. Je laisse la tige pendant 2 ans, donc ça me fait une tige relativement grande, hein. Il y a des tiges qui font 4-5 mètres, hein. J'ai des variétés, en 2 ans elles font 4 à 5 mètres. Je vais greffer là en couronne. Okay. Donc le greffage, je le fais en haut, l'écussonnage, je le fais en bas. Pourquoi justement? Alors pour une question de calendrier et pour une question d'affinité. Pour une question de calendrier, pour produire des plants en 5 ans, j'arrive sur mes porte-greffes qui sont plantés au mois de février, janvier-février, je vais les écussonner dès le mois d'août. Donc l'année d'après, couper au-dessus de l'écusson, on va le voir tout à l'heure, et en 1 an, ça me fait déjà des tiges de 2 mètres. Je laisse une deuxième année, ça va me donner 4-5 mètres avec un certain diamètre. Je vais planter là dans 15 jours, 3 semaines, je vais arracher mes pépinières, je vais les planter en verger. Et je vais greffer au mois de juin 2023. C'est-à-dire que je plante dans la vieille année, idéalement au mois de novembre, novembre-décembre. Pendant tout l'hiver, on n'a pas l'impression que l'arbre est en croissance, mais au niveau de son système racinaire, il va produire des tas de radicelles dans le sol, et je ne vais pas lui apporter une greffe trop tôt au printemps, parce que je veux qu'il s'implante également dans le sol. Donc je fais des greffages en couronne très tardifs, je vais jusqu'au 15 août en couronne. Ah ouais. J'ai quasiment les mêmes croissances au mois de décembre. Ouais. Donc la difficulté, c'est de conserver les greffons dans des conditions impeccables et de les surveiller régulièrement, quitte à les réhydrater. Hein, je les sors de l'emballage plastique, je les réhydrate au frigo pendant 24 heures et je les remets au frigo au sec. Et ça, je le fais plusieurs fois pour avoir des baguettes en très bon état au mois de juillet. Je greffe généralement fin juin. Donc l'arbre s'est complètement implanté. Hein. J'ai déjà des belles pousses. J'ai un système racinaire qui s'est bien développé. Et je greffe à cette époque-là. Alors la suite, vous voyez, par rapport à l'écusson, c'est on coupe au-dessus de l'écusson au printemps. Et là, j'ai pas encore fait le premier ébourgeonnage. La difficulté, c'est de retrouver là-dedans la pousse issue de l'écusson.
Bon, généralement, on a le coup d'œil, on voit la variété, voilà, il y a des différences. Et on va enlever les autres pour laisser pousser que la écusson qui a démarré, et on voit les cicatrices de l'ébourgeonnage sur les porte-greffes. Voilà. Et à la fin de l'année, ça me fait des tiges suivant les variétés. Bésiplohermel, il pousse beaucoup moins bien. Par contre, il est top au niveau, pour greffer du nivalis, il faut du bésiplohermel. Il n'est pas à super croissance, mais on arrive quand même à faire de belles tiges au bout de 2 ans. Et voilà, il y aura des... Suivant la variété, on va avoir des gros sujets ou des plus petits sujets. Vous en produisez combien? Alors cette année c'est exceptionnel, j'en ai fait 8000 parce que j'ai mon fils qui s'installe et on a besoin de planter. Mais non, habituellement j'en fais 2-3 000 quoi. Et vous les plantez tous sur vous? Ouais. Voilà les tiges au bout de la 2e année. J'ai fait un pincement au-dessus. Et moi ça me suffit au niveau hauteur. Il y en a d'autres que je laisse, au contraire, que je laisse monter en tige. Ça dépend de la vigueur de la variété. Voilà différentes variétés de tiges. Et puis voilà, on arrive au moment de la plantation. Vous voyez, il y a encore des feuilles dans l'année derrière, donc on doit être situé novembre, fin novembre peut-être. Et j'implante mes tiges, vous voyez, c'est ce que tient Clément là. Donc là-dedans, pour l'instant, on a 2 variétés, la porte-greffe et la variété tige. C'est qu'une fois implanté dans le verger que je vais faire mes greffages en variété fruitière. Pourquoi? Parce que je ne veux pas mélanger les variétés. C'est-à-dire qu'une rangée, je la fais systématiquement d'une même variété. Et comme je ne sais pas forcément quand je greffe où je vais implanter mes vergers, quelle quantité il va y avoir dans la rangée, etc., c'est que je plante mes tiges partout. Mais je fais attention à quelle variété je vais greffer sur chaque tige, puisque il y a la corrélation variété-tige, variété fruitière au-dessus. Voilà, donc on plante comme ça. Vous voyez celle-ci, par exemple, j'ai pas étété. Ça me fait des tiges qui font 4 mètres, 4 mètres 50, quoi, en 2 ans. Il y a des variétés tiges qui sont très performantes. C'est pas pour rien qu'ils ont été greffés sur tige, quoi. Là, des protections chevreuils qu'on met systématiquement. Alors, vous savez, c'est des spirales qu'on enroule. Je mettais ça au début, j'ai arrêté complètement. La raison, c'est que lorsque l'arbre va bouger un petit peu, ça fait un peu comme un gobelet au niveau du collet, et la gaine, elle a tendance à descendre dans ce gobelet, et quand il va pousser, ça va l'étouffer. Je trouve des gaines qui sont carrément insérées dans le tronc, quoi. Donc, il faut éviter ce genre de matériel. Il vaut mieux mettre une gaine, je mets des gaines noires, là, chevreuil classique qu'on utilise en forêt, elles sont plus adaptées. Dans ce verger-là, je les ai enlevés l'été dernier et ça a été très difficile parce que ça les coinçait vraiment au niveau du collet, quoi. Poche à huître? Non. Ouais, mais ça revient à ça, hein. C'est des gros filets, c'est des filets en plastique là, assez forts. Et donc, alors systématiquement maintenant, je veux dormir la nuit, je veux pas pendant les tempêtes, donc j'attache systématiquement mes tiges. Sur les premières années, je mets carrément du poteau de 2,50 m de haut, 14 de diamètre en châtaignier, et d'une façon que j'ai un... Il faut qu'il tienne mon arbre, au moins pour aller jusqu'au... Quand mon arbre sera le diamètre du poteau, j'enlève le poteau. C'est un peu de boulot, mais bon... sinon, il faudrait aller sans arrêt relever les arbres et tout ça. J'ai vécu du temps de mon père 18 hectares de vergers de pommiers couchés pendant l'ouragan de 87. Voilà, plus jamais ça. Hein. Donc maintenant j'attache. Les vergers ne font jamais plus de 1,5 hectare. Donc actuellement j'en ai 13 et j'en replante 13
J'en plante 7 l'hiver prochain et 7 l'année dernière. L'espacement entre les... Alors 10 mètres entre les rangs, et comme je produis moi-même mes plants, je les mets à 5 mètres dans le rang. Il aurait été plus judicieux de mettre 10 mètres sur 10 mètres. Mais je me suis dit, bon, pendant 25 ou 30 ans, ça peut le faire, d'en avoir une double densité, 200 tiges à l'hectare. Donc je mets 10 mètres sur 5, et l'objectif dans 20 ou 30 ans, c'est d'en enlever 1 sur 2. Alors mon fils me dit, je les récupérerai, on taille tout, on arrache à la pelle mécanique et ça me permettra de planter plus de vergers. Bon, j'ai un doute, mais pourquoi pas. J'ai transplanté des vieux poiriers, ça se transplante très bien. Donc voilà, il tentera le coup. Au pire, il les coupe. Au moins pendant 15-20 ans, j'aurai eu une double production. Et ensuite, dès qu'ils vont arriver à se toucher, l'objectif, c'est la distanciation sociale. Dans ce type de verger, dans le pré-verger, on met de la distance entre les arbres. Et on met de la distance entre la variété fruitière et le sol. La plupart des pathogènes tavelures autres que l'on a en verger, ça migre au sol pendant l'hiver. Les champignons vont être à même le sol, et au printemps, les conidis ressortent, et ça va contaminer les tiges. Si vous avez des vergers basses tiges, la branche est à cette hauteur-là, c'est très facile à contaminer. Et ensuite, ça contamine de branche en branche. Là, on ne tolère rien en dessous de 2 mètres. Donc, ça permet d'avoir un courant d'air qui va refroidir et enlever l'humidité de l'arbre aussi beaucoup plus rapidement. Donc, il faut peu de densité et de la hauteur. C'est l'intérêt du pré-verger. Excusez-moi, je me demandais, vous avez quelle surface? 13 hectares aujourd'hui. Ouais. Et on en replante autant, parce que j'ai mon fils qui s'installe. Vous voyez, je mets systématiquement des perchoirs pour les rapaces. Ouais. Surtout là, parce que c'était un verger qui est un peu en plaine. Il n'y a pas de grands arbres autour. Alors, quand il y a des grands arbres, il n'y a pas besoin de le faire. Mais quand il n'y a pas de grands arbres, il faut des perchoirs pour les rapaces. Le gros problème au pré-verger, ce sont les campagnols. Et ça peut proliférer très très vite. Donc, il ne faut pas les grillager, parce qu'il faut laisser le renard venir chasser le campagnol. Et il faut, pour les rapaces diurnes et nocturnes, des perchoirs. Donc je prends des poteaux de téléphone, et je prends des poteaux de téléphone dans les vergers. C'est assez marrant parce qu'au pied des poteaux, on trouve des pelotes avec tous les restes de rongeurs, donc c'est que ça fonctionne. Et on observe beaucoup les buses. Au début, je mettais des petits perchoirs avec des petits poteaux, et elles avaient du mal à chasser parce qu'il était nécessaire pour elles de faire un vol à la verticale avant de replonger. Et aujourd'hui, je remarque qu'avec ces poteaux-là, elles se mettent sur le haut, carrément sur la cime du piquet pour les buses, et elles vont carrément au piquet. Et là, elles ratent beaucoup moins leur cime. Et la cime du piquet, elle est à combien ? C'est du poteau téléphonique normal, c'est ce qu'on trouve en bord de route. Là. Je ne sais pas quelle hauteur ça peut faire, 5 mètres ou quelque chose comme ça. Bon, maintenant, les poiriers arrivent à la hauteur du poteau, mais voilà le principe. Alors c'est la même chose, il ne faut pas attacher tout de suite vos arbres au tronc, quoi. C'est pour ça qu'on peut le faire après. Bon, maintenant je les plante avant, ça me permet d'avoir plus de temps, puis je plante mon poirier après. Il ne faut surtout pas l'attacher. Sinon vous faites un pendu. Parce que vous avez bougé le sol, il va falloir que votre poirier s'assied avec le sol en cours d'hiver. Donc il faut attacher qu'au printemps suivant, avant le démarrage de feuilles. Sinon, vous lui serrez le kiki en haut, il reste pendu et vous avez le sol et vous voyez les racines qui apparaissent en surface. Voilà. Alors, au niveau des attaches, dans un premier temps, j'ai essayé tout type d'attaches. En fait, c'est les bandes à clouer qui tiennent les mieux. Le problème, c'est qu'elles tiennent trop. Et lorsqu'il y a des grandes bourrasques ou j'ai vu des arbres cassés carrément au-dessus de l'attache. Alors maintenant, je ne mets plus du tout ce type d'attache. Je mets des gros Scooby-Doo, diamètre 7 mm. Vous savez, c'est des Scooby-Doo d'attache qu'on trouve en pépinière, là, en rouleau. Et j'en mets 3 par arbre. L'intérêt, c'est que ça permet de rigidifier beaucoup plus les tissus du tronc. Parce qu'il y a une certaine flexibilité. Et c'est la flexibilité avec le vent qui va faire que le tronc
va se rigidifier. Avec ce type d'attache, j'en ai quelques-unes qui ont cassé ou qui ont été coupées ou autres, on a l'arbre qui tombe tout de suite. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas été habitué. Il a été trop contraint, trop bien tenu, trop aidé, et l'enracinement et les tissus du tronc en pâtissent. Quoi. Donc maintenant, je mets 3 Scooby-Doo sur la hauteur, et puis c'est tout. Et c'est beaucoup plus élastique et j'ai moins de casse pendant les tempêtes que quand c'est trop rigide. Voilà d'autres vergers. Là, on n'avait pas encore implanté les piquets. Bon, je ne vais pas en dire plus sur le greffage en couronne. Vous voyez, ça c'est un greffage en couronne qui a été fait fin juin, dernière semaine de juin. Et là, on est dans la première semaine de septembre. Donc, d'ici la fin de l'année, il a carrément recouvert la tige. Donc, il ne faut pas hésiter à les faire tard. Le problème dans les greffages, c'est que tout le monde le fait beaucoup trop tôt. Et vous savez, au printemps, on a toujours ces alternances, un coup de chaud, un coup de froid, etc. Le bourgeon, mettez-vous à sa place. Il ne sait pas à quel moment partir. Donc, gardez-le au frigo, mettez-le au frais. Vous attendez que les dernières gelées soient terminées, et à ce moment-là, vous faites votre greffage. Et là, il y a une poussée de sève qui va accompagner le greffage, et là, vous allez avoir une vigueur derrière, mais incroyable. Mais plus vous greffez tard, plus vous avez de vigueur arrivé au mois de décembre. C'est impressionnant, faites l'essai. Donc, vous voyez, je laisse généralement 2 ou 3 yeux, ça dépend de la rareté des greffes aussi, parce qu'il y en a quelques-unes, j'ai qu'un seul exemplaire, je vais en faire 200, je fais des portions, quelquefois, un œil, un bourgeon, mais c'est parce que j'ai plusieurs exemplaires à faire. Quand c'est abondant, je fais des greffes à 3 yeux, 1, 2, 3. C'est généralement celui le plus bas qui va être le plus vigoureux, c'est souvent comme ça. Et puis dans ce cas-là, on coupe ici l'hiver d'après. Vous faites les greffes peut-être très tôt le matin par rapport aux échelons? Toute la journée. Ah ouais. Ouais, toute la journée. Mes greffons sont par contre toujours dans le plastique. Je les garde dans mes bottes, j'ai mes greffes enroulées dans le plastique et j'en prends à chaque fois une. Et je ne laisse pas tout sécher au soleil au mois de juin ou juillet quand je fais ça. Et voilà une tige qui a été greffée fin juin et on est début septembre. Vous voyez ce que ça donne. C'est très vigoureux, très très vigoureux. Alors il y a 2 choses qui expliquent ça. C'est que mon porte-greffe et ma tige elle est bien implantée. C'est que je greffe sur tige, donc quelque chose de très vigoureux, et je greffe tard. Et ça donne ça ça donne vraiment déjà des beaux bouquets en fin d'année. Et je me demandais au niveau du porte-greffe, du coup, que vous choisissez variété pour les troncs, etc. Mais pour le porte-greffe. Pour le porte-greffe, j'en utilise plusieurs. Je vous montrerai des photos tout à l'heure. Et notamment, je refais du greffage sur Pyrrhus pyraster. Pyraster. C'est le poirier sauvage qu'on trouve dans les haies, dans les talus, dans les landes. La difficulté, c'est de faire germer les graines. Je vous montrerai la taille des poires tout à l'heure. Il faut les stratifier pendant tout l'hiver, dans du sable, du frigo, d'humidité, et le taux de levée est très très mauvais. Alors par contre, je suis assez surpris sur la rapidité de mise à flot. Le Caleriana, vous avez essayé? Oui, oui. J'ai greffé sur Caleriana aussi. Le problème, c'est la longévité des arbres. D'après ce qu'on sait, aux États-Unis, il est beaucoup utilisé. Ouais. Et on sait aussi que les arbres sont cassants ou vieillissent très mal. C'est la résistance au gelé pour le Caleriana. C'est la résistance au gelé. Ouais, et puis au feu bactérien aussi. Ouais. Il est annoncé assez intéressant. Au vu du profil de ce que je veux faire, moi, du pré-verger qui va rester là pas mal de temps, j'utilise plutôt des variétés classiques. Là, on voit le point de greffe, les cuissons, qui avaient été faits bas cette année-là parce qu'il y avait une sécheresse. Et j'arrivais à décoller au ras du collet, mais j'arrivais pas. Généralement, je greffe à 20 cm du sol. Et là, c'était trop bas. Mais bon, une bonne affinité entre
entre la variété tige et la variété porte-greffe. Parce que là, c'est la variété tige qui va refaire des racines. Le risque c'est ça. Ouais, le risque c'est ça. C'est moins grave parce que c'est pas ma variété fruitière. Et voilà une couronne qui est dans son deuxième printemps. Il a complètement reconstitué le trou. Hein. Voilà, il faut arriver à ça. Il faut que très rapidement... alors les tiges, je ne veux pas des grosses tiges. Hein. Moi, une tige grosse comme un doigt, ça me suffit hein, pour faire une couronne. Il ne faut pas aller chercher la grosseur. Au contraire, c'est avec ça que vous aurez la meilleure affinité. Alors ce qui est assez marrant, c'est que le greffage, il apporte un certain nombre de choses dont on ne s'attend pas. Je l'ai fait sur Nivalis, par exemple, de greffer du Nivalis au ras du sol, de le laisser monter en tige. Alors il faut énormément de temps. Il faut 4-5 ans pour faire une petite golette, une petite tige, et après il met encore beaucoup de temps. Le problème, c'est que quand vous greffez au sol, le poirier a tendance à monter, 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 il ne s'arrête jamais. Par contre, vous le greffez à 2 mètres de hauteur, le poirier sera beaucoup moins haut, et il sera beaucoup plus large. Et j'ai fait l'expérience, je n'ai pas les diapos ici, c'est de greffer du Nivalis sur lui-même, à 2 mètres de hauteur. Et j'ai fait la moitié du rang. Vous verriez la photo, vous avez la moitié du rang où vous avez des branches à l'horizontale, les autres, ça fait des grandes ramures comme des peupliers d'Italie. Donc physiologiquement parlant, le fait d'avoir un greffage, une chirurgie au niveau des tissus, entraîne un développement différent de la variété qui est au-dessus, même quand elle est greffée sur elle-même. Vous voyez, ça c'est des arbres qui ont 3 ans. Ils sont déjà bien épais. 3 ans de greffage. Oui, 3 ans d'implantation d'envergure. Voilà. Et cette année, ils étaient en 6e année, et j'ai eu une belle production par an. Toujours des perchoirs. Et vous voyez ça, au bout de 3-4 ans, vous commencez à voir les premières fleurs apparaître. Là, le premier bouquet de fleurs sur une greffe qui doit avoir dans les 3-4 ans. On est loin de la pleine production, mais c'est déjà quelque chose. Alors vous voyez, la tige de bambou, là, c'est pas une tige de bambou, c'est un miscanthus, je suis producteur de miscanthus aussi, c'est une grande graminée. Et elle a plusieurs usages au fil du temps, c'est-à-dire qu'au début, je jalonne mes parcelles en piquant dans le sol les tiges de miscanthus. C'est l'endroit où je vais mettre mon plant. Et je le laisse implanter à côté du plant, et au moment du greffage, donc on est au mois de novembre, au moment du greffage au mois de juin, je reprends cette tige et j'en fais un perchoir pour les oiseaux. Parce que quand vous avez de hautes tiges, bah vous avez les pies, les merles, tout le monde va se percher sur le haut de votre tige et votre greffe passe à côté. Donc avec un petit ruban, là, tac, je mets la tige bien en hauteur, de façon que les oiseaux ne viennent pas se percher dessus. Et ensuite, ça va me servir de tuteur pour tutorer ma greffe au cours de la première année. Première année, je la cache, parce qu'il y a tellement de croissance sur ces greffes-là, et qu'on n'est qu'en plaquage, c'est juste un plaquage. Bah, au cours de la première année, pendant les tempêtes d'équinoxe, septembre, on a encore plein de feuilles, vous pouvez avoir de la casse. Alors voilà un jeune arbre qui est prometteur. Comment je sais qu'il est prometteur? C'est par ses épines, par ses dards. Je fais une petite parenthèse, il y a une ville qui s'appelle Darda, vous connaissez le détroit des Dardanelles. La ville de Darda c'est poire. Et c'est un terme qui est utilisé en botanique pour expliquer pour nommer les bourgeons qui sont pointus, qui sont des dards. Ça vient de Darda, ça vient de poirier. Et là, vous voyez, il y a des dards sur toutes les extrémités, les petites brindilles que vous avez un peu partout. Vous avez carrément des épines assez importantes. Alors là, c'est pareil, ça nous donne un indice, je dis bien, sur son côté Pyrrhus pyraster, qui lui est un épineux. Alors les variétés comme ça qui me développent des épines sont sans doute très proches de Pyrrhus pyraster. Alors sur un vieil arbre, vous ne voyez plus d'épines,
parce qu'il a 200 ans, 300 ans. Vous voyez qu'au stade juvénile, sur la 3e année par exemple, c'est là que vous voyez l'apparence que ces épines apparaissent. Et ça va être sur ces épines que je vais avoir les premiers boutons à fleurs 2 ans, 3 ans plus tard. Donc pour moi, un jeune fruitier qui a beaucoup d'épines, c'est une variété d'avenir intéressante. Voilà un point de greffe, il n'y a pas eu de taille encore. Et après, ça vous donne un truc comme ça. Vous voyez plus de différence au bout de 3-4 ans entre la variété greffée et le tronc, affinité parfaite. Vous voyez là le point de greffe. Le point de greffe, il est là. Et on ne devine plus, il n'y a que la couleur ou les lenticelles sur les écorces, on s'aperçoit qu'ils sont différents. Ou alors quelquefois je m'amuse, je fais des greffes à la pointe pour rajouter des variétés sur... c'est le cas par exemple ici de cette branche là. C'est une autre variété que je suis venu mettre en incrustation. Alors j'ai différents vergers dans les Côtes d'Armor parce que j'ai l'intention de faire des vergers de terroir et de ne pas déplacer les variétés. C'est-à-dire quand je les trouve sur un terroir, je les laisse sur leur terroir pour faire justement des poirées de terroir demain. Et je travaille sur différents types de sols. Alors chez moi à Plaintel, je suis sur granit. Donc j'ai greffé toutes les variétés qui viennent du bassin du sud de Saint-Brieuc. J'ai un verger à Paimpol à l'abbaye de Beauport où j'ai récupéré toutes les variétés de Ploie jusqu'à Paimpol, Tréguier. Et je les ai greffées à Beauport sur Grave, donc sur le Galet. J'ai fait la même chose, ici on est à la vallée des Saints, vous reconnaissez, à Carnouette. La petite chapelle qui se trouve à la vallée des Saints, le verger qui est à droite, j'ai mis là toutes les variétés que j'ai trouvées en centre-Bretagne. Carré, Plouguer, etc. Calac. Et je suis sur schiste. Et j'en ai un autre, oui, voilà, c'est à Erquy. Et là, j'ai qu'une seule variété. Une variété endémique à Erquy, qui a disparu, que j'ai sauvé in extremis. On a été plusieurs à la sauver. C'est la variété, c'est Jeannette d'Erquy. Une variété complètement inconnue. Il n'y a que le lieu-dit qui s'appelle encore aujourd'hui le rond-point des Jeannettes, ou la zone industrielle des Jeannettes. Et bien là, avant le rond-point, il y avait 3 vieux poiriers qui ont été abattus pour faire la zone. C'est le pharmacien de Pléneuf-Valandré qui avait récupéré la variété, qui les a greffés. Et un jour, il appelle, les chevreuils avaient complètement ratatiné les sions. J'ai récupéré in extremis une jeune pousse, on l'a greffée et j'ai pu conserver la variété Jeannette d'Erquy. Et donc je ne voulais pas déplacer, donc je l'ai greffé face à l'îlot Saint-Michel, un verger spécifique de Jeannette d'Erquy. Donc voilà l'implantation, hein, on est sur prairie. J'ai passé des coups de rotavator dans le sens de la longueur, une fois que c'est jalonné. Et puis ensuite, j'implante les piquets et le plan au pied de chaque piquet. Voilà ce que ça donne une fois fini. On refait les talus pour faire un clos, hein, tout le tour. On trouve généralement dans les talus des vieilles pierres de brèche, de chanvre. On les remet debout et puis voilà. Ça refait du verger traditionnel. Là, oui, là, on est face à l'îlot Saint-Michel. Alors regardez un peu celui-ci, comment il est complètement boursouflé par le temps. C'est de Jeannette. C'est de la Jeannette. Celui-là, il est à Mignac-Morvan. Ah, Mignac-Morvan. Jaunette. Jaunette, ouais, Jaunette. Jeannette d'Erquy, Jaunette, c'est C'est pas la même chose, c'est Jeannette d'Erquy. Ouais. Celui-là, c'est Jaunette. Alors celui-ci, je l'ai trouvé sur internet, c'est pas moi qui ai fait la photo, mais c'est sans doute le plus vieux vivant en France. Bon, malheureusement, il est normand, bon, tant pis pour moi. C'est un handicap. C'est un sérieux handicap. Non, les pauvres Normands, je les plains, ils n'ont plus de médaille d'or depuis 3 ans. Il y avait une Normande dans la salle? Oui. Condoléances.
Donc voilà, il faut chercher à faire un poiré de haute qualité. Hop. Et le fait d'avoir mis une seule variété, au niveau de la pollinisation, ça pose pas de Ah si. Sauf si on est dans le cas d'un Pyrrhus nivalis qui lui se reproduit par apomixie, donc il n'a pas besoin. Je fais un gros travail aujourd'hui pour essayer de diagnostiquer ou trouver des variétés triploïdes. Les variétés triploïdes n'ont pas de qualité de pollinisation, donc il me faut des variétés diploïdes pour mettre avec les variétés triploïdes. Mais il y a un gros travail à faire sur les pollinisations. Alors très rapidement, deux ou trois autres. Hop. Juste quelques mutations qui apparaissent. Là, vous avez une fleur de poirier normale. Alors actuellement, je suis en train de faire un travail qui a été fait par des moines, mais dont on a perdu la trace. Ils étaient capables, à partir d'une fleur, de vous décrire le fruit. Et je fais tout ce travail là avec des photographies où je photographie chaque fleur pour voir chaque fruit et quels sont les critères sur lesquels ils se basaient. J'ai déjà des indices, mais je vous dis bien. Ah mince, des amendements, ça défile tout seul. Alors, attendez, il faut que je fasse un clic droit. L'amendement, c'est du compost? Ouais, alors on va le voir là. Alors attendez, avant. Sur le même arbre, j'ai celui-ci, il a 15 pétales. Mutation sur une fleur. Donc les mutations apparaissent comme ça. Donc il faut être très observateur. Vous pouvez avoir une branche, vous allez pouvoir avoir un fruit qui va être différent. Voilà. C'est toutes ces choses-là qu'il faut observer pour pouvoir les reproduire derrière. Là oui, je suis sur un sol très pauvre. Et donc j'ai fait carrément un trou d'1 mètre cube. Et je l'ai rempli de compost. J'avais fait composter un ensemble de terreaux de feuilles, machin, etc. Et j'ai mis carrément plus d'un demi-mètre cube de compost dans chaque trou, parce que là on était vraiment sur la reine granitique. Mais oui, ça fait quand même un peu de boulot. Vous avez des sols profonds, j'imagine, du coup Non, sur Plaintel, c'est des sols très superficiels, granitiques, séchants, ils ne sont pas forcément... et pourtant, c'était un terroir à poirer, donc voilà, je réimplante là, mais j'ai eu un coup de stress cet été quand même. Ouais. Vous avez arrosé? Non, j'ai pas arrosé, mais ouais, c'était limite, perte de feuilles, mais ils s'en sont remis. Quand vous dites superficiel, quelle épaisseur ça... Ah ben là, j'étais à 40 cm, pas plus. Alors là, c'est pas le cas ici. Ici, c'est un sol très profond, qui se trouve sur Plaintel aussi, mais de l'autre côté de la commune. C'est des arbres qui ont 5 ans de plantation. Vous voyez, ça commence déjà à prendre de l'ampleur. Et sur le rond, vous ne faites pas de passage de sous-soleuse? Non, parce que c'est pas argileux, quoi. Mais si ça avait été un sol très compacté ou des terres à maïs qui auraient été roulés par des gros engins et tout ça, il est nécessaire à ce moment-là de faire un sous-solage. Ouais. Mais là, sur des terres comme ça, c'est pas nécessaire. Donc je passe les girobroyeurs dans le rang, et à l'intérieur du rang, j'ai un girobroyeur déporté là, sur tracteur. Là. Parfait. Non, ça porte un autre nom. Enfin bref, c'est un bras qui vient sur les clôtures. Oui, voilà, qui passe sous les clôtures là, et qui se déporte dès que je tape en fait dans le pied. D'où l'utilité du trou, du tuteur les premières années. Parce que je passe que par le dos du tuteur, et ça me permet de ne pas abîmer mes jeunes plants et de les nettoyer au pied. C'est le tuteur qui prend. Alors voilà Pyrrhus pyraster. Alors j'aurais dû mettre une pièce de monnaie pour se rendre compte, mais c'est dans un saladier. Donc vous imaginez, c'est du cassis, quoi. Donc ça, c'est la poire de Pyrrhus pyraster. C'est celle que je sais. Oui. Dans les épineux, c'est très épineux. Combien de pépins pour les pépins? Oh, il y en a 4-5. Quelquefois, il n'y en a qu'un. Il y a différents diamètres, ils sont plus ou moins bien formés. C'est la poire sauvage. C'est la poire sauvage. C'est la poire sauvage. Est-ce qu'on a une idée du moment de la domestication du poirier? Comme on a... Je vous l'ai dit, les routes de la soie.
Ah, donc du moment, je veux Je ne dire. connais pas bien le pommier. Le pommier, c'est Mais- 8000 avant Jésus-Christ au Kazakhstan. Oui, on est dans les mêmes périodes où on a ramené par les routes de la soie des greffons qui se sont hybridés avec Pyrrhus pyraster. Ouais, mais ça a C'est-à-dire été la celui-là. même chose. Ça a dû être historiquement parallèle, je pense. Comment? Ça a dû être historiquement parallèle, je pense. Oui, sans doute. Oui, les forêts primitives sont les mêmes dans le Kazakhstan pour la pomme comme pour la poire. Oui, mais il y a déjà ce que je veux dire, c'est dans les forêts d'Europe de l'Ouest, il y a, avant l'arrivée de la poire domestique et de la pomme domestique, il y a des Pyrrhus pyraster poires, existait déjà. des poires et des pommiers sauvages. Ah oui. C'est ça. Ah, là, c'est ça, c'est Pyrrhus Ouais, pyraster. C'est ça. Ah, Oui, je sais bien, oui. Ah ouais, c'est une hybridation qui s'est faite au fil du temps et au fil des apports Il y a génétiques. des transports Ouais. par animaux. Oui, il y a animaux, mais il y a surtout l'homme. Et Est-ce surtout qu'on l'homme. n'en est absolument pas sûr? Les Romains, ils vous ont apporté la vigne, ils vous ont apporté le... Non, il y a déjà le vigne sauvage. Ouais, enfin bon, Ouais. la châtaigne, c'est la même chose. Le châtaignier, il a été apporté par les Romains, etc. Oui, mais on est plus proche de Rome que alors de l'Ouest, c'est quand même plus proche que le Kazakhstan. Oui, mais c'est surtout l'homme qui a été un agent pour son agriculture et le besoin d'améliorer son agriculture. Il a été le principal vecteur. Alors voilà, je voulais vous montrer ça. Je pense que c'est un sujet très intéressant. J'ai fait l'expérience suivante. J'ai mis au niveau des porte-greffes la même variété. Et j'ai greffé différentes variétés de tiges sur cette même variété. Vous voyez bien l'enjeu. J'ai une pépinière de porte-greffes, tous identiques, poirier franc. Et je vais greffer différentes variétés de tiges dessus. J'ai une variété de tiges qui va me donner ce profil de racine, c'est-à-dire que les racines plongent. Regardez le même porte-greffe, mais greffé avec une tige différente. Voilà. Je travaille là-dessus. C'est-à-dire, la variété tige va induire une formation racinaire qui va être différente, bien qu'on soit sur les mêmes porte-greffes. J'ai greffé Caleriana sur du poirier franc, ou sur du Kirschensaler, et puis une autre variété de tige. Vous les arrachez à l'hiver, les racines du porte-greffe vont être orange sur Caleriana, parce qu'on a greffé Caleriana au-dessus, et sur l'autre, elles vont être vertes ou marron. Les pigments produits par la variété qui est au-dessus migrent dans la racine, et les pigments caroténoïdes notamment. Donc, le montage, c'est quelque chose de très complexe. Porte-greffe, tige, greffe, variété greffée au-dessus. Et c'est pas le fruit du hasard. Ça a été expérimenté. C'est pour ça que quand on repère un vénérable, il faut à tout prix prélever la variété tronc en même temps que la variété greffe et faire le même assemblage. Et regardez là, c'est flagrant. Regardez ça. Mais un vénérable, ça peut être aussi un aigrin. Ça peut être un aigrin. C'est pour ça qu'il est primordial de trouver le point de greffe. Enfin, moi, j'y attache beaucoup d'importance. Voilà. Et la hauteur me dit à peu près qui a greffé, si c'était un arbre issu de pépinière professionnel ou si c'est un... Pour autant, il peut être très long et greffé à 60 cm du sol. Voilà. Mais c'est un indice parmi d'autres. Est-ce que le pivot de vos porte-greffes a été obtenu par semis, parce que j'ai compris? Oui. Il continue à se développer une fois qu'il a été transplanté? Oui, et il se refait relativement bien. J'ai dû arracher quelquefois des arbres qui avaient 5-6 ans. Il faut voir un peu le sacré pivot qu'ils avaient fait. Ouais. Mais ça dépend de la variété tige qui est dessus. Parce que j'en ai qui auront des développements latéraux et d'autres qui vont les chercher en profondeur. Et j'obtiens des fruits complètement différents d'une même variété qui va être greffée sur des tiges différentes. Si je greffe sur Bézique Plohermel, si je greffe sur Roche, sur Riant, c'est des noms que je connais, mais c'est des noms que j'ai donnés à des variétés troncs,
bien, je vais obtenir des fruits différents, parce que j'ai un montage différent. J'essaye de travailler là-dessus sur le côté apport aromatique. Alors, comment je vois ça? La plupart des minéraux qui seront prélevés dans le sol, certaines substances vont être prélevées grâce à des associations avec des champignons. Et en fonction du type de tige que je vais avoir au-dessus, je vais avoir une composition nutritionnelle de la sève qui va être différente et qui va induire une symbiose avec des champignons différents et qui vont aller me chercher des éléments différents dans le sol. Alors voilà une variété. Il n'y a plus qu'un arbre de celui-là, je le regreffe. Regardez la qualité de la fleur et du pétale. Pour un poirier, c'est très rare. Souvent les pétales sont très très fins, ils ne se touchent même pas. Et là, il se borde, il est rond, il est magnifique. Il est magnifique. Alors la remise de la médaille, je la glisse au passage. Donc vous voyez les tiges ici, là on est sur roche, hein, une de mes variétés tiges. Vous voyez la qualité de la tige, hein, il n'y a pas besoin de les tutorer ni rien, ça monte tout seul. Alors tout à l'heure je parlais des osmies, et je parlais des Scooby-Doo pour les attacher. Alors vous voyez c'est des gros Scooby-Doo comme ça, ils font 7 mm, c'est pas pour rien, c'est la taille qui permet la ponte des osmies. Hein, et je laisse, je suis en agriculture biologique, je fais visiter mes vergers, tout ça, on me dit oh, pour un agriculteur bio, laisser des lanières en plastique comme ça pour accrocher les arbres, bah oui, mais c'est fait exprès, c'est volontaire. Et vous voyez ce qui se passe, c'est que l'osmie vient pondre dans mon Scooby-Doo, c'est pour ça que j'en ai laissé, je fais mon nœud et je laisse 20 cm. L'osmie vient pondre, donc je crois que c'est le mâle qui est fait en dernier, puis c'est les femelles qui sont là. Il y en a 5-6 dans la longueur du tube. Et elle bouche l'extrémité du tube avec de la terre. Et ça va être ces osmies là qui vont sortir au printemps pour me polliniser mes fleurs. Alors actuellement je travaille sur une mini-ruche parce que ma crainte c'est, je ne sais pas ce que ça va donner dans le cas d'hiver très froid. Parce que normalement l'osmie elle pond dans un tronc qui est creux, où ils font un trou, où il y a un trou, ils vont pondre dedans. Ils sont quand même isolés par le tronc. Là j'ai mon tube en caoutchouc. J'ai peur que des hivers trop froids, ça va me tuer mes larves. Et vous ne pourriez pas faire des trous de 7 mm avec du ketchup? Si, j'en ai fait aussi. Ouais. Mais ce que je prévois faire là, c'est carrément une boîte parce que j'aime bien le côté pédagogique et puis comme je fais visiter les vergers, je vais faire une boîte percée de trous mais avec des tubes à l'intérieur et un isolant pour les mettre côte-côte quoi. Parce que c'est mieux que quand elles sont tout seules comme ça pour la fécondation des osmies après. Alors voilà un poirier que je suis allé chercher à Madère cet été. J'ai trouvé des poiriers indigènes dans les hautes sphères de Madère. On trouve des poiriers et il y avait une tradition de cidre et de poirée à Madère aussi. Ouais. Alors vous voyez, là c'est un jeune verger, il est en 9e année. Regardez les fruits qu'il y a dedans. Là c'était ma première année de production cette année, et là c'est un Pyrrhus nivalis. Vous avez de la casse quand ils sont trop chargés? Oui. Ça c'est problématique. Non, je les laisse casser. Non mais ça repart assez vite, mais vous avez quand même un... Ah bah sur le coup ça fait un moment. Fait... On voit une super branche chargée, je vais vous en montrer. Et vous voyez ça qui casse. Voilà. Et ben finalement je laisse casser. Et je ne les purge pas après. D'une façon que ça me fasse comme un parapluie. Alors c'est typique pour les nivalis. Alors c'est les nivalis qui sont faits comme ça. Bon là je passe, c'est poire de curé. Vous les faites en tige comme ça marche aussi bien. Pour ramasser des fruits de façon, c'est très abondant. Regardez ça aussi. Hop, voilà, ça c'est un nivalis. Bon, la branche elle a cassé. Pensez bien, là j'ai fait la photo au mois de début août, ou mi-août, je sais plus, donc arrivé au mois d'octobre, ça a cassé. Bon, ben, c'est pas grave, et surtout je garde la branche parce que ça va me constituer une structure et celles du dessus vont se poser dessus. J'ai remarqué, celles que j'avais nettoyées les années précédentes, ben, les branches du haut ont cassé l'année d'après. Tandis que quand j'ai pas eu le temps de tout faire, j'en ai laissé qui étaient cassés comme ça. Finalement, les autres dessus se sont posés dessus comme un parapluie. Ça, c'est ce que j'ai dit. Voilà.
Alors voilà les poires qui sont prêtes à être transformées, hein, donc on les met dans des bacs comme ça, variété par variété, et je conduis toutes mes fermentations variété par variété. Hein, c'est assez complexe, on n'obtient pas du tout la même chose quand on mélange les fruits au départ que quand on les mène variété par variété. Et c'est ensuite que je fais un assemblage pour faire mon poire. Voilà un jeune plant, il a que 4 ans et il est déjà en production. Ouais. Bon, des vieux arbres. Alors voilà par exemple un Nivalis mutant. J'ai eu énormément de mal à le trouver. L'année dernière, si vous voulez, j'ai un système de nettoyage des fruits dans l'eau. C'est comme une balle Néo avec des bulles d'air en dessous qui me lave les fruits qui tournent sur eux-mêmes. On ne peut pas les brosser, c'est très fragile une poire. Et donc j'avais remarqué l'année dernière, j'avais 4-5 poires qui flottaient. Ben, c'était pas perdu, j'ai gardé ça là-haut. Et je me dis, mais tiens, j'en ai peut-être parmi qui sont différents. Alors cette année, je me suis baladé avec mon seau et j'en ai fait 800. Et je les fous dans le seau et je regarde si elle coule ou si elle flotte. Mais j'ai retrouvé celui qui flotte. C'est celui-là. Les fruits sont beaucoup plus gros. Et la totalité de ces fruits qui tombent au sol flottent. Alors ça peut paraître anodin. Je ne suis pas sûr que je vais le multiplier. Mais c'est bon, c'est une mutation qui pourrait intéresser très fortement les coopératives cidricoles. C'est peut-être pour ça que je ne vais pas le multiplier. Et parce que toute leur chaîne de production, elle se fait par flottaison de la pomme. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas faire de poire. Parce que la poire, elle coule comme une roche. Quand vous la mettez dans l'eau. Donc à garder. Alors vous voyez les vieux arbres, c'est incroyable la production, comment elle est abondante dans ces variétés-là. Regardez la hauteur de celui-ci, il doit faire 16 mètres de haut. Et regardez la production en hauteur. C'est un peu des arbres que vous rencontrez dans le Beaufrontais, par exemple, en Normandie. Qu'on rencontre en Bretagne, surtout. Voilà, il faudrait faire une comparaison. Ah oui, non, mais il y en a là-bas aussi. Non, mais effectivement, dans le Beaufrontais, je rejoins un peu madame, parce que dans le Beaufrontais, c'est quand même des très très beaux arbres. Ah oui, oui. Oui, mais la tempête de 99, on a mis un bon paquet par terre. Il en reste encore. Oui, puis les agriculteurs aussi. Il y avait un article il y a peu de temps où un jeune arrache la totalité des poiriers pour semer du maïs. Il y en a d'autres qui replantent, alors... Il y en a quelques-uns. Mais voilà, ils n'ont pas su valoriser suffisamment leurs produits et leur permettre de vivre correctement. Bah non, à part Éric Bordelais, j'en connais pas beaucoup. Il y a d'autres quand même. Oui, il y en a quelques-uns. Mais bon, le Domfrontais, c'était autre chose jadis. J'ai connu ça quand j'étais gamin, c'était une féerie quand c'était fleuri. Bah oui. Alors, l'heure tourne comme d'habitude, et puis je ne me suis pas du tout calé sur l'horaire, il est déjà 5h moins 10. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions rapidement, je peux encore y répondre. Est-ce que vous faites des visites Oui, sur l'exploitation, on accueille systématiquement des groupes. Il faut se greffer sur un groupe, quoi. D'accord. Oui. En vous téléphonant, c'est possible? Ah oui, bien sûr. Ouais. On vous dira quel jour c'est organisé. Et dans les 15 derniers jours, là, il y a eu au moins 3 ou 4 visites. Vous pouvez nous rappeler votre nom et Oui, monsieur Courcou, donc COURCEX. Vous tapez Courcou Poire, ça sort tout de suite. Ça sort tout de suite. Et en termes de jus, est-ce que la poire, ça fait autant de jus que la pomme ou quelle proportion? Oui, c'est très variable d'une variété à l'autre en fait. J'ai des variétés où il y a des rendements de 75%, et il y en a d'autres, je suis à peine à 50%. Donc c'est vraiment, ça dépend de la densité du fruit. Donc pour la pomme, je maîtrise moins bien, je pense qu'ils sont à 60% de rendement ou quelque chose comme ça. Donc ça peut être plus. Mais on le voit bien, hein, suivant les variétés, vous les mettez le même volume dans un seau, vous dites, oh là, de toute façon, là c'est beaucoup plus lourd, donc la densité est différente. cette densité, c'est de l'eau ou c'est le jus de la poire. C'est le jus qui est présent dans la poire qui fait que c'est présent sur la poire. Ouais. Ouais, c'est la densité. Je vais vous demander si vous intervenez au niveau de la taille, du coup, passer à un certain âge.
Ouais, alors effectivement, sur les premières années, on fait une taille de formation. Alors j'ai essayé plusieurs modèles. J'ai essayé des modèles à 3 branches. Je m'attendais à quelque chose de plus bas. Et finalement, je m'aperçois qu'avec un seul axe sur ma tige, c'est ce qui est le plus pertinent. Donc aujourd'hui, maintenant, je ne fais plus que sur un seul axe. Et l'axe, de toute façon, à un certain moment, il va s'arrêter et il va retomber, il va se charger de fruits, il va être courbé, et puis voilà, la tête va se former tout seul. C'est l'intérêt de ce genre de formation aussi, c'est qu'il n'y a pas de... Vous passez pas tout l'hiver à faire de la taille et de la tronçonneuse dans vos arbres. Vous avez beaucoup d'alternance? Non, très peu. Et c'est marrant, la pomme, ça peut être une année sur 2. Là, on a plus des alternances de 3-4 ans. 3-4 ans d'abondance, puis tout d'un coup, paf, un blanc. Et ouais. Est-ce que vous avez essayé des portraits vraiment plus récents, type les Farol Oui, j'ai essayé et j'ai très vite abandonné à cause de problèmes d'ancrage au vent. D'ancrage au vent. Ah oui, ça tombe par terre. Parce que le Farol est issu de France. Oui, c'est une sélection de France. Malgré tout. Ouais. Ah, c'est incroyable, ça tient pas à la tempête. Donc, j'ai pu voir un portrait, mais il y a très peu de chevelus au départ aussi. Oui. La reprise va être mauvaise. Ouais. Alors, est-ce que c'est parce qu'ils sont reproduits in vitro avant je sais pas. Mais en tout cas, ça tient pas au vent. Et en verger d'industrie, sur Cognacier avec intermédiaire, je ne connais pas de producteur. Non, moi non plus. Non. Pour du verger industrie, c'est du verger haute densité, basse tige, mécanisable. Et sur Franck quand même. Souvent, ils sont sur Farold ou choses comme ça. Donc attaché sur. Je crois que c'est ce qu'ils préconisent maintenant. Ouais. Ok. Bon, après, bon courage pour faire le poiré derrière. Ouais, j'imagine. J'étais étonné du coup que vous n'attachiez pas en fait l'arbre dès la plantation en fait. Parce que le sol se ressuit, quoi. Ouais, c'est ça. Il peut attacher au bout de quelques mois en fait. Ouais, vous passez l'hiver. De toute façon, il n'y a pas de feuilles dessus, donc il ne va pas bouger. Et non, puis, je pensais qu'il aurait bougé un petit peu quand même. Ouais, très peu. Bon, s'il y en a un ou deux qui bougent, c'est peut-être parce qu'il est mal ancré. Vous mettez un lien, mais il faut lui laisser du mou, quoi. Oui. C'est pour ça, pour l'attacher définitivement, j'attends juste avant le greffage, en fait. Et vous faites pâturer certains vergers ou vous faites... Pour l'instant, non. Pour l'instant, c'est de la tonte. Se pose la question, parce qu'effectivement, ce serait pertinent de le faire pâturer. Dans ce cas-là, il faudrait travailler avec un collègue qui serait à même d'amener les animaux ou de les suivre. Moi, de toute façon, ce qui me cause problème, c'est si c'est de la volaille, c'est les fientes ou les déjections animales, quoi. Voilà. J'ai peur de ce que ça pourrait donner pendant la fermentation du poiré. C'est possible de se frotter dessus, il faut mettre des protections supplémentaires si c'est du bovin. Ah oui, en plus. Ah bah oui. Oui. Donc pour l'instant, non, je préfère couper mécaniquement. Je fais 3 fauches par an. Après, moi je suis éleveur de bovins, on ne peut pas mettre d'animaux quand il y a des fruits formés. Tant qu'ils ne tombent pas... Donc la bouse est déjà dégradée une fois qu'on récolte. Oui. Il faudrait les enlever suffisamment tôt. Il faudrait les enlever au moins 2 mois, 2 mois et demi avant. Oui, je pense que c'est faisable. Et le feu bactérien? J'ai pas de feu bactérien. Sans doute parce que je travaille sur des variétés très résilientes. Très bien.